Salut à toutes et à tous, on espère que vous avez passé un excellent week-end. On est de retour pour un nouvel épisode du CQFR. Ce matin, c'est simplement Shai et moi pour décrypter un petit peu ce qui s'est passé pendant ce week-end. Pas mal de rumeurs. On va commencer par l'un des joueurs, sans doute le plus gros domino à tomber peut-être cet été autour de la Free Agency, du moins dans les mouvements de gros joueurs. C'est Paul George, dont on parle dans tout un tas de rumeurs. Et là, il y a une équipe à laquelle on n'avait pas forcément pensé immédiatement, tellement tout le monde était un peu focalisé sur Philadelphie. Une équipe qui est sortie ce week-end parmi les rumeurs. Shai, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, et ben cette équipe, je m'y attendais pas spécialement, enfin j'avais pas réfléchi dans ces termes-là, mais cette équipe, ce serait les Golden State Warriors, qui eux-mêmes ont leurs propres négociations compliquées avec Klay Thompson. Où pour l'instant, on dit même que les négociations sont gelées. Et pour Paul George, ça vient du journaliste Brett Siegel qui nous dit que les Warriors se pencheraient très sérieusement sur lui si toutefois ça se décantait pas avec Klay Thompson. Alors, faut voir comment ça se passerait parce que Paul George réclame, je crois, 4 ans aux Clippers qui lui en proposent 3. Est-ce que les Warriors pourraient faire ça aussi? Est-ce qu'ils attendraient qu'il se désengage de son contrat? Est-ce qu'ils essayeraient via un sign and trade, ce qui semble quand même le plus probable? En tout cas, ils ont l'air intéressés et ça oblige à réfléchir enfin, la tête qu'aurait cette équipe avec Paul George. Enfin, je trouve que ce serait assez fort si on met Andrew Wiggins de côté, qui est plus vraiment le même depuis le titre de 2022 et qui doit aussi toucher 26 millions cette saison, que Klay Thompson décide de concert avec les Warriors d'essayer autre chose. Paul George avec Steph Curry, Draymond Green et les autres atouts qui restent dans l'équipe, je me dis que c'est pas mal. Après, est-ce que c'est si facile que ça à faire? C'est une autre question. Oui, c'est clair. Ce qui est compliqué, on en parlait un petit peu avant de commencer le CQFR, c'est qu'avec le nouveau CBA et Mmh. cette espèce de, comment dire, hard cap déguisé d'une certaine manière, c'est de plus en plus difficile de mettre en place des trades pour des grosses stars, surtout pour des équipes qui sont déjà au-delà du salary cap, parce qu'à partir d'un certain moment, il faut que les échanges soient, qu'au dollar près, ça soit Mmh. similaire. C'est pour ça que j'entendais dans un podcast de Zach Lowe avec, rappelle-moi le nom de son Bobby intervenant. Marks, ouais. Bobby Marks, merci. Un ancien assistant GM des Nets, qui est un peu le spécialiste du salary cap pour ESPN et de la gestion de contrat, qui expliquait qu'une des... C'est pour ça une des solutions sans doute pour les Clippers, si jamais Paul George voulait effectivement partir, ce qui est toujours pas sûr, Mmh. on sait toujours pas vraiment ce qui se passe, ce serait effectivement qu'il opt-out, donc qu'il renonce à sa dernière année de contrat et qu'il re-signe dans la foulée un contrat avec les Clippers qui permettrait ensuite de mettre en place un sign and trade, sachant que dans son nouveau contrat, ça pourrait être le salaire exact Mmh. équivalent à ce que les Clippers pourraient recevoir en échange dans un trade. Ça reste quand même assez compliqué ce qui se passe autour de Paul George. C'est difficilement, c'est dur de le dire. Effectivement, lui, il est en position de force au bout du compte Mmh. parce que il sait que c'est certainement le joueur le plus fiable, du moins des deux, entre Kawhi et lui. Kawhi qui a déjà re-signé en cours de saison. Donc maintenant, voilà. Clairement, il veut assurer son avenir d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il insiste sur cette quatrième saison. C'est pour ça que c'est aussi important parce qu'il a conscience que les Clippers sont pas non plus en position de pouvoir gagner le titre tout de suite. Mmh. C'est pas comme quand tu dis bon bah c'est pas grave, là je reprends un contrat court parce que on va pouvoir avoir une vraie chance de gagner le titre. Là, je pense que quand même, je sais pas ce que t'en penses, Shai, mais les Clippers sont forcément euh, alors, oui, ils sont plus parmi les principaux prétendants, je pense, à l'Ouest d'un point de vue, comment dire, en étant pragmatique. C'est pas dire qu'ils n'ont Mmh. pas le talent pour. Mais voilà, je crois que c'est Antoine qui parlait du prime de Kawhi dans le CQFR de samedi dernier en disant ça commence à remonter un petit peu Mmh. 2019, on n'y est plus tout à fait. Et donc je pense que voilà, dans, ces- en- dans cet état de fait, Paul George, le plus important, c'est le contrat. Et bien sûr, il veut être dans une équipe qui va jouer quelque chose, du moins qui sera ambitieuse. Donc, il est en position de force pour dicter son avenir. Ouais, après, il a dit dans son podcast, parce que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il continue d'y avoir des épisodes sur son podcast. De temps en temps, son avenir est évoqué. Il a l'air de dire comme ça que sa priorité, c'est pas forcément de jouer le titre. C'est ce qui, dans la foulée, a déclenché les autres informations ou rumeurs sur l'absence d'intérêt maintenant de la part des Sixers, alors que c'était la piste principale. Directement après qu'il ait dit ouais, mais je suis pas obsédé par le titre, c'est pas grave si je joue pas le titre la saison prochaine. Enfin, et direct après, on a vu l'intérêt des Sixers s'évapore pour Paul George. Bon, ça on verra. Pour les Clippers, je suis évidemment d'accord parce qu'on est un peu échaudé par tous ces espoirs qu'on a presque tous eus pour eux, même l'année dernière. Je veux dire, pendant un temps, on en a reparlé dernièrement, mais pendant un temps, c'était la meilleure équipe de la ligue. Ils étaient ultra performants, tout cliquait. Et malheureusement, encore une fois, un coup c'est Kawhi qui est pas là, un coup c'est Paul George, un coup c'est les deux. Et
sur le papier, évidemment que si tout clique, ils peuvent être parmi les prétendants à l'Ouest. C'est évident. On a vu le niveau qu'ils étaient capables d'atteindre ensemble. Mais t'as raison, on peut pas les mettre dans les top, top, top favoris. On peut juste considérer que c'est des outsiders si les planètes s'alignent. Et en ça, moi, je pense que l'intérêt, il est presque plus extra-sportif pour signer Paul George, sauf s'ils ont une autre star dans le viseur, mais c'est pas simple non plus. Parce qu'il y a tout ce côté, ce déménagement vers Inglewood, cette nouvelle salle, ils ont besoin, on se rend peut-être pas compte, mais ils ont besoin de présenter une équipe compétitive. Si ton équipe, c'est juste James Harden et un Kawhi dont tu n'es pas sûr de la fiabilité, s'il est là un match sur trois, c'est pas si simple pour remplir des salles, une salle où le prix des places est délirant, où ils ont besoin voilà, que tout le barnum soit élite pour vendre un produit élite. Et s'il n'y a pas Paul George, c'est plus compliqué. Donc eux, je pense qu'ils veulent vraiment le signer, mais ils sont pas non plus prêts à mettre 4 ans et je sais plus quel montant, je l'ai plus sous les yeux, mais c'est quand même beaucoup pour un joueur qui sera relativement âgé et qui n'a pas un historique de blessure très très rassurant. Donc c'est pour ça que l'alternative Warriors, il resterait en Californie. Donc à la base, c'était son objectif principal, c'était d'évoluer enfin à Los Angeles, enfin en Californie. C'est un gars de là-bas. Les Warriors, c'est-à-dire que si tu ajoutes Paul George, on est d'accord que ça joue logiquement le titre aussi. Un Paul George à quasiment 100% avec Curry, Draymond Green, et après, bon, le cas Klay Thompson est plus compliqué, mais ça me paraît être une alternative intéressante. Et dans l'idée où les Warriors ont envie de tenter un coup, si ça implique de perdre l'un des historiques, le remplacer par Paul George, franchement, ça irait, quoi. Oui, non, c'est clair, tu as tout à fait raison. Après, l'avantage des Clippers, autant je pense que pour le titre, là, c'est pas envisageable à court terme. Autant je pense qu'ils ont suffisamment quand même de talent, une équipe suffisamment bien structurée pour qu'ils restent compétitifs. Et je pense qu'effectivement, il y a moyen d'entrer dans leur nouvelle salle en proposant une équipe qui soit attrayante et qui soit compétitive sur le terrain, sachant que le plus important dans leur... finalement, pourquoi ils ont déménagé, parce qu'ils veulent vraiment créer une identité forte autour de leur club. Donc si tu dois perdre Paul George, l'important, je pense, pour cette équipe des Clippers, c'est de récupérer des joueurs qui vont pouvoir intéresser le public, auxquels le public va pouvoir s'attacher. Donc voilà, tout n'est pas perdu pour les Clippers, à condition, malgré tout, de pouvoir récupérer quelque chose en retour. C'est pour ça que cette notion de sign and trade, je pense qu'elle est importante, parce que Paul George a toutes les cartes en main. Pour les Warriors, l'avantage, en fait, avec Paul George, là aussi on en parlait, c'est qu'en fait, c'est vraiment le joueur plug and play parfait. Tu peux le mettre dans n'importe laquelle des 30 équipes de la ligue et ça fonctionne avec sa personnalité, son skill set, ses capacités en attaque, ses qualités de défenseur, etc. Pour les Warriors, tu as évoqué le nom d'Andrew Wiggins. Je pense que c'est vraiment un élément intéressant de cette équipe de Golden State parce que finalement, c'est vrai qu'on l'a déjà... On l'oublie déjà hein, parce que les choses vont à 2000 à l'heure en NBA, mais l'année du titre, c'est limite leur joueur le plus fiable, le plus solide. C'est un joueur qui, dans toute sa carrière, a très peu raté de matchs. Il était quasiment jamais blessé. Et depuis 2 ans, pour des soucis personnels dont on connaît toujours pas la source vraiment. C'est vraiment, moi j'ai le sentiment que c'est ça qui a fait dérailler quand même ces 2 dernières saisons à Andrew Wiggins. Et donc on ne sait pas en fait ce qu'il en est, ce que les Warriors savent de la situation, dans quel état d'esprit se trouve Andrew Wiggins, parce qu'au bout du compte, j'ai l'impression que c'est, d'une part, tu peux dire, bon, c'est le maillon le plus simple à faire sauter, c'est le plus facile de le mettre en monnaie d'échange, et pourtant, c'est un joueur qui est pas vieux, hein, il a 29 ans, qui est encore un très bon joueur quand il est en pleine possession de ses moyens physiques et psychologiques, j'ai envie de dire. Donc je sais pas je me demande, voilà, je suis curieux en fait de savoir comment les Warriors, eux, l'évaluent, dans quel état d'esprit il est, où il en est de toutes ces choses-là. Je pense que les autres équipes se le demandent aussi, parce que sinon, c'est un joueur qui clairement a un profil extrêmement attrayant. Son contrat, par rapport au niveau qu'il a affiché en 2022, il est plutôt très très correct. Parce que tu l'as dit, c'était quasiment c'était le deuxième joueur le plus important, je pense, des Warriors pendant les playoffs, pendant ces finales. Il a été déterminant. Les autres équipes doivent se demander si sa mauvaise passe sur les problèmes personnels, est-ce que c'est quelque chose qui disparaîtrait presque s'il quittait les Warriors? Est-ce que c'est lié au contexte dans lequel il est là-bas, ou est-ce que c'est général? Et dans ce cas, tu n'as pas envie de faire un trade pour un... Surtout, enfin, si tu es une équipe ambitieuse, en tout cas, une équipe en reconstruction qui peut se permettre de filer un contrat, enfin de payer un contrat comme ça, peut-être que ça posera moins de problèmes, mais c'est forcément des questions que les équipes se posent et vont pas faire le trade pour rien. Dans l'idéal, si Andrew Wiggins, si on savait que ce serait qu'à la reprise, on retrouverait l'Andrew Wiggins de 2022, les Warriors n'auraient même pas besoin de faire un trade, vu à quel point il était important, même en attaque d'ailleurs, hein, il était devenu très très fiable aussi en attaque. Donc oui, c'est un peu un mystère. À la fois, c'est un
théoriquement un bel atout pour un trade et en même temps, est-ce qu'il est si attractif que ça avec ce qu'il a montré dernièrement? Et tu as raison, c'est un flou incroyable. Il y a tout et n'importe quoi qui a circulé. Après, on a parlé de la santé de son père et même ça, on ne sait pas. Alors que, c'est toujours, ça me fascine toujours en 2024. Il n'y a pas si longtemps, on savait le genre de soupe que J.R. Smith avait lancé sur la tête de l'assistant des Cavs et tout. Et il y a des joueurs et des équipes qui arrivent encore à entretenir un peu le mystère, ce qui est plutôt bien, je pense, hein, parce que que tout se sache, c'est pas non plus idéal parfois pour la santé d'une équipe. Mais ouais, là, je suis un peu étonné. Et je pense que c'est important de savoir exactement de quoi il retourne pour les équipes qui seraient intéressées et même pour les Warriors. Ouais, et puisqu'on parle des Warriors, il y a un autre joueur dont on parle aussi, on parlait ce week-end pour de potentielles destinations, c'est Chris Paul, qui pourrait intéresser d'autres équipes, notamment des équipes de Californie. C'est marrant parce que il y a ce fameux trade sur lequel David Stern avait mis un veto à l'époque où Chris Paul était un joueur de New Orleans, parce que la NBA pendant quelques temps avait été propriétaire de la franchise. C'était après la tempête, hein, après Katrina et tout, et puis le changement de propriétaire et tout ça. Donc c'était la NBA qui prenait des décisions pour cette franchise, et elle avait refusé le trade de Chris Paul vers les Lakers. C'est un what if assez intéressant. Et peut-être donc que pas loin de 20, non, 15 ans, quoi. Il faudrait que je regarde la date, je me souviens plus, mais quasiment 15 ans après, Chris Paul intéresserait à nouveau les Lakers. C'est pas la première fois, mais les Lakers et les Clippers, donc les deux équipes de Los Angeles, seraient intéressées par Chris Paul, pour lequel l'aventure à Golden State a forcément fini sur un goût très très mitigé avec une blessure. Il est sorti du banc, c'était tantôt bien, tantôt plus compliqué. Enfin, c'était un peu frustrant. Et mine de rien, les Warriors peuvent se libérer de son année de contrat à 30 millions. Clairement, j'aime beaucoup Chris Paul, mais en 2025, c'est pas un joueur à 30 millions de dollars la saison. Et les Warriors peuvent se libérer de cette année de contrat s'ils le coupent d'ici 4 jours, d'ici le 28 juin. Il serait donc free agent et il pourrait partir chercher une dernière aventure peut-être à 39 ans. Et 39 ans, c'est la génération LeBron. Et peut-être essayer de décrocher une bague, mais là, ça se jouerait selon Mark Stein entre les Lakers et les Clippers. Ce que je trouverais intéressant, parce que dans le fond, aux Lakers, son apport, il serait important, un meneur, un playmaker comme ça, un cerveau. Mais comme on en discutait tous les deux juste avant, on se disait, mais donc c'est JJ Redick le coach, alors ils sont plutôt potes. Chris Paul est passé dans son émission, ils ont été coéquipiers. Mais est-ce que Chris Paul va respecter en tant que coach un joueur sur lequel il gueulait auparavant? C'est toujours compliqué. Donc, aux Clippers, il y a un petit passif aussi. Enfin, il y a toute l'histoire qu'il y a eu avec la franchise. Gros passif. Donc, avec la franchise et les joueurs, quoi. Ouais, franchise et les joueurs. Donc, moi, je pense que Chris Paul a encore quelque chose à apporter à une équipe, hein. Quel que soit le type d'équipe, si c'est une équipe qui cherche à passer un cap, comme il avait fait avec OKC il y a quelques années, ou que ce soit chez un contender dans un rôle de playmaker secondaire, peut-être en sortie de banc maintenant, je pense qu'il peut apporter, que ce soit aux Lakers et aux Clippers. Après, est-ce que l'une et l'autre des deux équipes voudra faire ça? C'est une autre question. Ouais, alors effectivement, on en parlait. Autant sur le fit, je pense que Chris Paul aux Lakers, avec cette équipe des Lakers, ça serait vraiment parfait en fait. Je pense que voilà, à ce stade de sa carrière et à ce stade de la carrière de LeBron, je pense que ça serait parfait d'avoir Chris Paul. Moi, la question que je me pose, c'est vraiment celle que tu as soulignée au sujet de JJ Redick. C'est qui sera déjà dans une situation pas simple, je trouve. Est-ce que tu as envie de te rajouter la pression d'avoir l'un des mec peut-être les plus intelligents aussi de la ligue dans ton équipe, un gars quand même qui est dans le leadership vocal, je pense que c'est un euphémisme comme c'est pas possible, qui a pas sa langue dans sa poche. Est-ce que vraiment tu veux te mettre dans cette situation-là? Est-ce que c'est la meilleure situation pour un coach rookie? Surtout, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, d'un côté, tu peux dire ils sont potes, ils se connaissent bien, etc. Et d'un autre côté, c'est pas la même quand tu as été coéquipier de quelqu'un, quand c'était effectivement Chris Paul qui disait à JJ Redick où se placer, quoi faire sur le terrain. Mais c'est pas pour dire que JJ Redick acceptait tout en baissant la tête, mais ce que je veux dire, c'était quand même ça la hiérarchie de cette équipe. C'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Et pour le coup les Clippers, là, je vois un peu moins je vois moins le fit quand même. C'est-à-dire que Chris Paul retournerait jouer lui aussi avec James Harden, donc lui aussi comme Russell Westbrook se retrouve avec un mec qui en gros qui l'a fait qui a fait en sorte qu'il se fasse trader des Rockets.
Bref, on connaît pas la manière dont ces mecs-là se voient les uns les autres, mais je trouve ça un peu compliqué. Et là, c'est vraiment le truc de la dernière chance, quoi. T'as Russell Westbrook, Chris Paul, James Harden. Putain, c'est une brochette. Au bout d'un moment, c'est plus tout à fait possible, quoi. Donc, autant, voilà, sur le terrain, pour les Lakers, je pense que ça a du sens, mais pas simple peut-être pour JJ Redick. Autant aux Clippers, j'ai beaucoup plus de mal à voir le truc. Ouais, JJ Redick qui sera d'ailleurs intronisé normalement aujourd'hui par les Los Angeles Lakers. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va dire, les questions qui vont lui être posées et tout ça. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être une des intrigues de la saison prochaine, la Redick aux Lakers en tant que coach avec LeBron. Peut-être LeBron dans les pattes, peut-être d'autres joueurs encore autour. Anthony Davis, ouais, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais Anthony Davis qui militait plutôt pour un autre coach, ça m'intéresse aussi de voir ce que ça va donner avec Redick, tu vois. C'est bon, c'est des trucs enfin, presque du vestiaire sur lesquels on n'a pas de prise et il n'a pas fait d'interview pour dire je déteste Redick et j'aurais préféré James Borrego, mais enfin, le fait que ça ait fuité qu'il préférait, qu'il voulait que ce soit Borrego, bon bah c'est que je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu non plus, mais voilà, les Lakers, le show va être total la saison prochaine, je pense. Ouais, moi j'ai hâte de voir aussi la manière dont il va constituer son staff, voilà, des assistants, qui sera le lead assistant, s'il y aura un tu sais, parfois un Associated coach, ouais. Voilà, donc quelqu'un qui peut pas vraiment être coach, mais qui est enfin, un bras droit officiel. Faut que ce soit un vieux de la vieille, quoi, pour que ça marche, je pense. Parce que si c'est Rajon Rondo, tu vois, qui est un débutant aussi, Rondo dans le staff, c'est intéressant aussi, ça m'intéresse de voir ce que ça donne. Je me demande s'il va aller sur les bancs adverses, essayer d'écouter les systèmes, voir si ça passe, tu vois. Oui, je suis curieux aussi de voir les personnalités qu'il va ramener, les plus expérimentés, parce qu'il faut ça, il faut pour les rouages du quotidien, même dans les matchs, c'est pas pareil. Même il a beau être resté autour du jeu, avoir commenté des matchs, analysé des saisons entières, c'est un autre métier. Donc, même malgré l'a priori positive que j'ai, parce que j'aime bien le mec, je suis très très curieux de ça et c'est un challenge que je trouve aussi excitant que super compliqué à relever. Ouais, et gros challenge quand même, parce que si je me trompe pas, j'ai vu passer cette stat, mais il n'y a pas un seul coach qui a tenu plus de 3 ans ou qui a même fini sa 3e année, je crois, avec les Lakers, là, sur quasi depuis. Attends, depuis que LeBron est arrivé. Je crois que ça remonte même. Alors attends, je vais remonter, voir le nombre de saisons. Je vais vous dire ça parce que c'est quand même une stat qui vaut son pesant de. Ouais, parce que Darvin Ham fait 2 saisons. Il y a eu Luke Walton, non? Non, Luke Walton, 3 ans, c'est ça. Ouais. Personne n'a fait plus de 3 ans en fait. Byron Scott, 2 ans. Je remonte Mike D'Antoni, 2 ans. Bernie Bickerstaff, 1 an. J'avais même oublié qu'il allait coacher. Mike Brown, 2 ans. 1 an. 1 an, Mike Brown seulement. Faut remonter à Phil Jackson en fait. Faut remonter à Phil Jackson pour trouver un coach aux Lakers qui est tenu 3 ans ou plus dans cette équipe des Lakers. Donc gros challenge. Ouais, Walton, 3 ans en plus, c'était quoi? Il y a eu 2 saisons de tanking. Enfin, c'était compliqué. Ouais. Des saisons où il y a des ambitions, c'est pas facile. Ouais. Darvin Ham, 2 ans. Et... Ouais, Redick signe quoi? Enfin, je sais plus. Redick doit signer 4 ans. Ouais. Bon, maintenant, on a vu que les contrats ne voulaient plus dire grand-chose à partir du moment où Monty Williams, il a signé 6 ans et pas au bout d'un an. Et bon, voilà. Williams qui avait signé le plus gros contrat de l'histoire pour un coach, hein, quand même, c'est beau. Ouais, en argent cumulé sur 6 ans, ouais. C'est propre. Allez, alors on disait qu'il y avait plus de... Forcément, il n'y a plus de match NBA, mais par contre, il y avait quand même une grosse affiche du côté de la WNBA entre le Indiana Fever et le Chicago Sky, grosse affiche parce que confrontation entre, tu me corrigeras si je me trompe, Shai, mais sans doute les 2 principales favorites pour le titre de rookie de l'année, entre donc Caitlin Clark, dont vous avez forcément entendu parler du côté du Indiana Fever, et Angel Reese, rookie exceptionnel aussi du côté du Sky. Ça s'est terminé par un match haletant qui s'est réglé dans les toutes dernières secondes par une victoire d'un tout petit point du Chicago Sky face au Indiana Fever. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Shai? Ouais, alors c'est intéressant pas parce que c'est 2 équipes du très très haut de tableau, c'est 2 équipes qui essaient d'accrocher l'une des places en play-off. Donc la 8e, elles sont un peu au coude à coude, mais c'est intéressant parce que c'est 2 joueuses qu'on imagine marquer la WNBA pour les années à venir. On a beaucoup parlé de Caitlin Clark, qui d'ailleurs monte franchement bien en régime ces derniers temps. Dès qu'elle est un peu laissée tranquille, là, depuis qu'on a arrêté de parler de la sélection JO et machin, elle redevient très efficace. À la passe, elle est excellente. C'est vraiment bien de la revoir dans ces dispositions-là. Et Angel Reese, qui est... moi, quand elle a été draftée en 8, je trouvais que c'était pas loin d'être un scandale. Au final, le Sky a pris Camilla Cardozo en 3, qui est une joueuse plus banale à mon sens, mais ils ont eu la chance que personne se dise « Ah, Angel Reese, ce serait bien finalement », et donc ils l'ont récupéré en 8. C'est une chose qui était extrêmement forte déjà à la fac, avec une personnalité très très entière, une énorme bouche, on va dire ça comme ça.
qui a pas peur de choquer, qui aime bien être mise en avant et tout. Et c'est surtout une joueuse d'un très 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 grand talent avec une mobilité pour sa taille, une capacité à prendre des rebonds. Là sur ce match dont tu viens de parler de l'issue, elle a signé un 8e double-double consécutif pour une rookie, c'est un record égalé. 25 points, 16 rebonds Ouais, sur le match d'hier. 25 points, 16 rebonds, faut la voir parce que sur le terrain, elle a cette espèce de feu intérieur et en même temps, c'est pas juste une fille qui se bagarre, elle a aussi de la technique, des mains. Enfin, c'est une joueuse qui a un potentiel énorme. Et c'est vrai que ce match était intéressant parce que c'est les deux candidates pour le titre de rookie de l'année. Malheureusement, Cameron Brink, elle a été dans la discussion, mais elle s'est malheureusement gravement blessée au genou. Donc c'était super intéressant, pas que pour les deux d'ailleurs, parce que c'est deux équipes aussi que je trouve intéressantes, qui sont amenées à être très très en vue sur les années à venir. Et ça a donné un match assez incroyable parce que le Sky était mené de 15 points dans le troisième quart-temps et a réussi à revenir, notamment parce qu'Angel Reese a réussi à réveiller tout le monde et à les tracter vers la victoire. Donc c'était cool de voir ces deux. Alors, j'ai pas les chiffres d'audience encore, mais à mon avis, c'était sur ESPN. Et entre les suiveurs de Caitlin Clark, les suiveurs d'Angel Reese, parce qu'elle a aussi ses partisans. Et elle l'a dit d'ailleurs, ça fait partie de sa personnalité, mais elle a dit il y a quelques jours, non mais croyez pas que les gens regardent la WNBA juste pour une seule joueuse, il y a moi aussi, tu vois, et elle a raison. Ça a fait, à mon avis, des chiffres d'audience bien plus importants peut-être qu'un New York-Las Vegas, par exemple, qui sont les deux meilleures équipes de la ligue en théorie. Et donc succès d'audience, succès sur le spectacle, parce que c'était un très bon match, ça bagarrait bien, ça jouait bien aussi au basket. Donc encore une bonne publicité, je trouve, pour la WNBA. Et n'hésitez pas à revoir le match, que ce soit des highlights un peu longs ou à vous refaire le match en entier, c'était très intéressant. Ouais, d'ailleurs, j'ai une quote d'Angel Reese qui parlait, qui était interviewée sur le fait que voilà, ça se soit joué, c'est une grosse audience, une salle pleine. Donc elle a dit, et c'est très bien c'est bon pour le basket féminin, mais aussi pour le sport féminin en général. Maintenant, on sait que tout le monde regarde. C'est un des slogans assez sympas qu'on a vu sur pas mal de gens porter ces t-shirts. Tout le monde regarde le sport féminin. Je pense que les deux équipes ont fait un job incroyable et qu'elles ont fait comment dire, pour créer du spectacle, faire du spectacle, c'était vraiment fun. Ouais, sympa, encore une fois, au-delà de son talent sur le parquet, Angel Reese qui est en double-double quand même pour une rookie, ses stats 12,4 points, 10,8 rebonds, 2,1 passes et presque 2 interceptions. Donc tu parlais tout à l'heure de son jeu all-around, je pense qu'il est bien représenté par tout ça. C'est la personnalité qui est un petit peu... En fait, c'est du pain béni, je pense, pour du marketing entre Caitlin Clark et Angel Reese, tellement à deux extrêmes peut-être du spectre tel qu'on peut se le représenter en termes de personnalité, je parle bien sûr. Voilà, une plus... je sais pas, timorée que l'autre. Angel Reese, comme tu le disais, très forte face à un micro. Elle joue pas au même poste. Il y avait une action la semaine dernière là où Angel Reese met un... alors, ça dépend. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'en fait, Angel Reese vient pour disputer un ballon à Caitlin Clark qui part au cercle. Donc elle vient pour une tentative de contre. Au bout du compte, ça se termine par une faute flagrante. Oui, voilà, si je me trompe pas. elle lui arrache bien la tête, quoi. Mais bon, c'est comme d'hab, là, depuis que Clark est en WNBA, enfin, depuis cette saison, il y a du coup plein de gens qui regardaient absolument pas, qui se mettaient à réagir, du genre c'est un scandale. Bon, c'est une faute flagrante, elle est sifflée flagrante. Ça a toujours été très très physique, la WNBA. C'est pas la première année qu'il y a des fautes comme ça. C'est pas une cabale contre Caitlin Clark. Elle est ciblée parce que c'est un très fort potentiel. Mais Angel Reese, elle s'est mangé 2 pains dans la tronche d'Alyssa Thomas il y a quelques semaines aussi, qui est une joueuse très très forte, très référencée. Elle a été expulsée. Je veux dire, ça fait partie c'est le style de jeu de cette ligue. C'est extrêmement physique. C'est beaucoup plus, ça défend plus fort qu'en NBA. Toute proportion gardée, je parle juste, évidemment, c'est pas la question de dire si on mettait une équipe NBA contre WNBA, ça ferait peu importe, mais le style de jeu global est plus défensif et plus agressif. Donc moi j'ai trouvé que c'était une faute flagrante qui a été sanctionnée. C'est pas, il y a une rivalité de toute façon entre les deux, c'est comme ça, elles ont accepté la chose. Caitlin Clark, elle est pas si... Alors, si globalement, elle présente plutôt comme une fille calme, pondérée, pas forcément en recherche de la petite phrase, sur le terrain, elle parle beaucoup aussi, elle n'hésite pas à chambrer, donc ça, c'est très cool. Et la rivalité, elle existe depuis la fac aussi, parce qu'elles se sont affrontées 2 fois quand même pour des matchs pour le titre ou juste avant. Donc, pareil, je suis d'accord, c'est du pain béni, c'est des choses très différentes, mais qui sont amenées à être des visages de la WNBA à l'avenir, et c'est super. Ouais, j'en profite pour attirer votre attention sur une session qui a été faite sur Basket Session par Ghislain Clément, justement où il parle d'Angel Reese pour expliquer que
Au même titre que Caitlin Clark, Angel Reese aussi représente l'avenir de la WNBA. On vous met le lien dans la description de ce podcast. Allez jeter un coup d'œil à la session de Ghislain Clément qui s'appelle tout simplement Angel Reese est aussi l'avenir de la WNBA. On va refermer là cette page et ce CQFR. Vous savez que cette semaine, il y a la draft. Donc, toutes les rumeurs, toutes les dernières infos, vous pourrez les retrouver sur Basket Session. On va mettre en place un dispositif vraiment sympa pour suivre la draft en amont, le soir même et aussi en retour. Donc, restez à l'écoute. Cet après-midi, enfin en fin de journée, vous trouvez un podcast sur nos réseaux. Voilà, où on aura un invité, un Français de NBA. On vous en dit pas plus. Vous découvrez de qui il s'agit aujourd'hui. Je pense que c'est un invité un petit peu original. Passez une excellente journée et puis on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Ciao.